Salut à toi internautatrice, salut à toi internautateur installé devant ton écran. On est là pour un nouvel épisode dans la Trick Track TV. On est avec monsieur Julien Rouls sur le forum de Trick Track, le concombre masqué. Monsieur Rouls, il est venu ici dans le studio, à l'officine, pour nous parler de la modélisation 3D et de l'impression 3D de pièces qui vont être utilisées dans les jeux de société. On ne revient pas là-dessus. Si vous avez envie d'avoir des informations, peut-être qu'on va reparler un petit peu en faisant ce qu'on a à faire là. Vous voyez qu'on a du matériel devant nous. Mais en tout cas, il y a deux autres vidéos qui ont été tournées, que vous verrez avant ou après celle-ci, ou pendant celle-ci, si vous avez envie de regarder les vidéos en même temps les unes les autres. Mais pour le coup, là, vu que moi, souvent, je suis là pour des histoires de pain douille, de pinceau, de peinture, d'eau, de mouchoirs, de figurines, on va s'amuser à peindre des petites choses que Julien a modélisées avec ses doigts expert et qu'il a demandé ensuite à une entreprise sur le net d'imprimer et qu'il a reçu et que là maintenant on va peindre. Donc, Julien, comment vas-tu? Ça va, je suis vivant. T'es vivant encore, malgré les chaleurs écrasantes. Voilà le Tex-Mex, tout ça. Le Tex-Mex et tout, ça va toujours aussi Parfait. bien. Ça a l'air d'aller bien en tout cas. Donc, Julien a tiré des petits modèles. Julien va peindre, on le voit à la déportée, tac, ça c'est une modélisation 3D. Alors, ce qui est en dessous, c'est un socle, c'est un vieux pot de Humbrol qui va l'aider à tenir quand il va peindre. Et ça, c'est un truc génial. C'est la roue à fromage de Mice and Mystics qui s'anime toute seule, tout ça. On en a parlé dans une vidéo précédente de comment ça se fait et comment on peut fabriquer ce genre de choses. Il va peindre ça. Donc, ça va peut-être donner ou pas à la fin le modèle qui est... Est-ce que tu peux nous montrer, Julien? Le modèle qui est juste ici, voilà, qui est là. Hop, oh là là, je l'enlève. Qui est fini et peint avec du vrai fromage dedans, où ça a l'air d'en être, parce que monsieur Julien a aussi des compétences de peintre. Et moi, de mon côté, je vais le mettre sur la déportée aussi. Hop là, je vais peindre. Ça vous dit pas grand-chose, mais je vais le retourner, si vous voyez quand même que c'est un petit bolide. Donc ça, c'est aussi un modèle qu'a créé Julien pour un jeu qui s'appelle comment? Kanban. À la base. Kanban. Et moi, je lui ai demandé, parce que ce n'est pas la bonne échelle, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de les réduire pour faire des petites voitures personnalisées pour Rallyman? Et en fait, il l'a fait et c'est sorti et c'est joli. Donc, je vais peindre des petites voitures. Et moi, normalement, je devrais peut-être réussir à faire quelque chose d'aussi joli que ça. Sauf que moi, ce sera du rouge, mais plutôt du rouge de cette couleur-là. Donc, voilà, ce qu'on appelle plus communément du vert. Donc, on va essayer de s'y mettre. C'est une petite vidéo de peinture. Julien, je vous invite à chercher un petit peu, grappiller des informations sur des images de ces productions sur le forum Trick Track dans la section pimpage et tuning de jeu, et plus précisément la figurine du mois, où c'est un endroit dans le forum où les gens vont mettre leurs productions en fait, de peinture de figurines. Rouls, comme plein d'autres, poste assez souvent à cet endroit-là. Autant il peut vous donner des conseils, des avis, mais aussi il met ses productions. Et là, vous verrez que parmi tous les gens qui fréquentent ce forum, il n'est pas mauvais d'écouter les avis de ce jeune homme. Merci. Plus si jeune, puisque il a une vraie qualité de peinture. Et même si là, on va faire de la peinture rapide, hein, c'est pas de la peinture de cheminée, et bien entendu qu'on soit d'accord avec ça. Il a quand même une vraie qualité de peintre. On va en citer d'autres parce que ça me fait plaisir de citer les gens qui font des choses vraiment belles. Il y a Vincent Sounet et sa femme aussi, donc je vous conseille Vincent Sounet d'aller voir ce qu'il fait. Alors, il poste des images à lui et de sa femme, ils font des trucs superbes. Il y a Retro Gamer, Fat Max, Oursinet, je suis désolé de les mettre un petit peu dans le même sac, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est des gens qui peignent. Pour d'autres gens, ils offrent leur service de peinture pour faire de la peinture de masse. Par exemple, vous avez reçu votre tout dernier de Dungeon Super Saga, je ne sais plus trop quoi, là, le truc de Super Dungeon Explore. Super Dungeon Explore, par exemple. Vous trouvez ça super beau, mais c'est tout gris ou tout blanc ou tout noir, j'en sais rien. Et vous lui dites, est-ce que tu te plaît, si je te donne un peu de sous, est-ce que tu pourrais me le peindre? Et ils disent, mais oui, bien entendu, mon petit. Vous leur envoyez les figues, ils les peignent, tac, ils vous les renvoient. Donc, pareil, c'est pas de la figurine de cheminée, mais ils n'ont jamais dit que ça allait être de la figurine de cheminée. En revanche, vous avez un rendu magnifique sur le plateau, et puis quand on regarde un peu de près quand même, parce qu'on arrive à voir ça sur leurs photos, il y a du vrai rendu. Donc il y a du peintre chez le forum de Trick Track, il y a du bon peintre. Il y a CCCP aussi, bon il y en a plein d'autres, hein, soyez pas vexés, ceux que j'ai pas cités. CCCP qui en ce moment même, à l'heure où on parle, peut-être est en train de peindre des figurines pour le futur Kickstarter Mythic Battles. Et qui font, voilà, tous ces gens-là font des choses vraiment très jolies, avec différents rendus, différentes qualités finales, mais chacun, vous allez pouvoir prendre des choses de tous ces gens-là. Bon, nous, pour le coup, là, le but du jeu, Julien, on est d'accord, c'est de réussir à peindre ça.
là, dans la durée de la vidéo, on va papoter. Moi, tu vas peut-être pouvoir nous donner des petits conseils. Je sais que tu as un truc de pro, un conseil de pro à nous donner dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. C'est ma botte secrète. On va peindre sur des palettes sèches. On n'a pas de palette humide parce que Julien n'utilise jamais. Moi là, je ne trouve pas que ça s'y prête. Voilà, c'est installer du matériel, donc on va diluer beaucoup pour éviter que la peinture sèche trop à cause des spotlights. Moi, je vais surtout faire une technique de lavis successif puis éclaircissement, ensuite des petits réaux. Donc je peux vous le dire avant ce que je vais faire. Parce que souvent on nous a demandé ça, oui, vous ne donnez pas le nom des... Enfin, on ne nous dit pas ça sur ce ton-là, hein, les gens sont cool, mais la plupart du temps, donnez s'il vous plaît les références des peintures que vous utilisez. Donc moi, je vais faire une base. Donc il y a une base blanche sous-couchée, peut-être quoi, c'est Games Workshop, c'est ça Qu'est-ce que tu as utilisé comme sous-couche? Comme sous-couche C'est de la Army Painter, ouais, Army Painter. Du blanc Army Painter. Ouais. Donc sachant qu'à la base, la figurine, elle était comme ça... hop, tac. Ah non, bien joué, Nod. Okay. Excuse-moi, je te fais faire n'importe quoi, pardon. Voilà, elle est translucide. Hein. C'est une finition d'impression 3D translucide. Donc c'est assez fin, hein, c'est ça, c'est de la résine. C'est fin, c'est joli et tout. Donc ça a été peint à la sous-couche, hein, donc pas de traitement. Si, il faut peut-être les laver. Laver décapé pour. Il y a une cire sur la résine, donc tu l'as trempé dans l'acétone ou l'alcool à brûler pour enlever tout le truc qui reste. La technique habituelle de la résine, genre fine cast ou avec ou même du plastique. Juste avec un détergent ménager, c'est pas suffisant. C'est mieux de le faire. C'est un peu juste avec ça. C'est un peu juste, d'accord. Parce qu'il y a une vraie couche qui est, au niveau du processus de fabrication. Tout à fait. Okay. Donc plutôt acétone, alcool à brûler. Alors ça c'est bien pour celle en résine, celle que j'ai sous la main, qui est en nylon. Ouais. Dont on a parlé. Là c'est juste, c'est exactement comme une fille classique. Brosse à dents, liquide vaisselle et ça fait l'affaire, d'accord. Donc ça a déjà été fait par Julien, il a sous-couché comme ça, on est prêt. Moi, je vais, pour vous dire, je vais mettre une première base générale sur toute la figurine d'Averland Sunset, qui est de la gamme Citadel, voilà, que j'aime bien utiliser pour faire des NMM. Maintenant, vous savez ce que c'est après la vidéo avec Monde. Des NMM or, je trouve que c'est une bonne base. C'est les petits chocolats, c'est ça? Ouais, les NMM, c'est bon. Hein. Et du coup, ça j'aime bien parce que c'est un côté un peu jaune, orangé, marron, un peu or déjà à la base, mais voilà, et c'est une couleur que je trouve sympa pour bosser. C'est une espèce d'ocre en fait. Hein, voilà, bon, bref. Après. Je vais faire un petit lavis de Griffon sépia, je vais voir ce que ça donne, mais je ne suis pas trop sûr de moi, donc on verra. Parce que c'est un petit peu texturé quand même, mine de rien. Il y a un petit grain quand même, et c'est encore plus important sur le tien, je crois, sur le nylon. Oui, là-dessus, il n'y a quasiment pas de grain. Quasiment pas de grain. Alors, c'est peut-être moi qui me dis ça avec la sous-couche, c'est peut-être la sous-couche Army Painter. Bon, bref. Ça ira une fois que tu auras mis de la peinture dessus, ça se verra. C'est ça, d'accord. Et après, je vais faire, donc peut-être creuser les assombrissements avec du Mourtfang Brown. Qui est un marron plutôt clair, marron un petit peu rouge, mais c'est pas le plus rouge qu'on trouve chez Games Workshop, voilà, qui je trouve se marie bien avec celui-là, et souvent les NMM or, je les travaille aussi des couleurs intermédiaires avec celui-là. Et je vais finir mes réaux par du Flash Gits Yellow, qui est un jaune un peu plus pétant, qui sera ensuite remonté pour les plus hauts éclaircissements avec du blanc White Scar, mais c'est juste parce que mon blanc de couleur de base, il est tout pourri dans mon pot, donc j'ai pris ça. Abaddon Black pour le noir d'origine, et puis un gris pour faire le pare-brise. Et puis aussi les jantes alu 24 pouces de la bagnole, que je vais faire un petit NMM, enfin je vais essayer avec un peu de gris, un peu de noir, un peu de blanc. Et voilà. Et donc là, le lavis, c'est du lavis Griffon sépia. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je vais essayer. Voilà pour ce que moi je vais utiliser. Des pinceaux, j'ai pris du 2, du 1 et du 0, c'est pour être équipé, mais voilà, je vais voir ce que j'utilise. Un mouchoir, de l'eau, et moi je suis bien. Tu utilises quoi toi, mon cher Julien ? Là, qu'est-ce que je vais faire ? Toutes les parties métalliques, je vais faire avec un gunmetal, donc c'est un de chez Valero Game Color, mais bon, n'importe lequel équivalent. C'est un couleur gris métal un peu foncé. Ouais. Je vais mettre un lavis tout fait derrière, un marron un peu rouge, tout fait aussi, encre marron de chez Prince August Game Valero, c'est la même chose. Ça va faire un peu rouillé. Finir avec un lavis de noir, histoire de bien assombrir les creux. Ça, c'est pour les parties métalliques. Les parties bois que j'ai sur les côtés, je vais mettre un brun moyen Prince August Valero Thermat. Numéro 983, attention. Noté pour les commandes. Ouais. Et un autre, un marron jaune, marron clair, amarillo, tagnello, jaune, marron. Marron amarillo, donc marron jaune en fait. Marron jaune, 912 machin. Réutiliser le lavis marron qui va faire le job aussi.
peut-être un peu de Agraxer Suède, ancien Devlan anciennement Mode, Devlan mais Mode, je sais pas moins encore. bien. Je verrai en fonction de quand j'y serai. Ça, c'est pour la partie bois. Et la partie fromage, du jaune crème. On fait un fromage Normal, jaune crème, jusqu'ici tout va du bien. blanc pour les éclaircissements et probablement réutiliser mon marron, un ou l'autre de mes marrons Pour là, assombrir. pour faire 2-3 creux. D'accord. Les trous du fromage. Les trous du fromage. Parce que c'est de l'emmental. Ouais. Parce que c'est le fromage préféré des souris. C'est le fromage que les souris préfèrent. Je connais personnellement des souris qui Là, ça tourne à l'emmental. préfèrent le roquefort. Le roquefort. Oui, mais ça dépend de la... Bon, ok. On y va, c'est parti, on peint. Donc ça veut dire qu'on ouvre les pots, on y va, on mélange, on fait des trucs de ouf et on discute. Donc tu nous parlais tout à l'heure, parce que Julien m'a dit tout à l'heure, alors j'ai regardé quelques-unes des vidéos, mais je les ai peut-être pas toutes vues, mais moi j'ai une technique de tueur dont je ne vous ai pas entendu parler, professionnelle. Et alors ça le concerne lui directement parce qu'il dilue beaucoup sa peinture, vous allez vous en rendre compte là pendant la vidéo. Et bien lui prenne, puisque dans le studio de la Trick Track TV, il fait très chaud et c'est très bien de beaucoup diluer pour ne pas être surpris ensuite. Tu nous disais que quand on utilise de la peinture très diluée et aussi pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on utilise comme autre outil dont on n'avait pas parlé, effectivement? Peut-être pas parlé. Peut-être pas parlé, je ne sais pas. Ouais, c'est le sèche-cheveux, en fait. Hein. Voilà, donc honteusement, j'utilise le sèche-cheveux de ma femme, sur lequel il y a marqué Pro dessus, c'est pour ça que je dis c'est un truc de pro. Et en fait, ça permet d'accélérer le temps de séchage entre les couches. Voilà, c'est tout, c'était juste pour dire une bêtise. Non, mais c'est bien de le préciser. Mais c'est vrai que quand on utilise la peinture diluée, c'est pas mal. Il faut faire gaffe avec les lavis, parce que quand on met un gros blob de lavis, une grosse quantité de liquide, on va dire, ça a tendance à pousser les gouttes à l'endroit où on ne veut pas. Mais avec parcimonie, voire modération, ça permet de gagner quelques précieuses minutes sur une peinture. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Julien, mais perso, vu que tu parles de lavis, moi, quand j'utilise du lavis, que ce soit un jus que j'ai fait moi-même ou que ce soit un lavis que j'utilise directement par un fabricant prévu comme étant un lavis, de plus en plus, même quand c'est pour peindre un peu plus dans la masse, par exemple, tu te mets, je sais pas, 5 zombies de zombicides les uns à côté des autres et que tu commences à tartiner, plus ça va, plus je prends un peu de temps quand même à la gestion du lavis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas prendre plus de temps quand on débute, mais il va y avoir une vraie différence de rendu. Alors voilà, je m'explique, parce que là, je vous donne les conclusions avant de vous expliquer le processus. Je pose mon lavis, aussi bourrin soit-il, et après, je reprends mon pinceau que je vais laver complètement dans ma flotte, tac, comme ça, et après, je vais retoucher sur ma figurine pour tirer mon lavis vers les creux, enlever aussi des arêtes, le lavis qui aurait pu s'accumuler. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les débutants ont tendance à ne pas faire en pensant que le lavis, c'est une méthode miracle. Il va suffire de noyer sa figurine sous le lavis et que ça va directement se mettre dans les creux. C'est pas complètement faux, sauf que vous allez au-devant de déconvenues, et les déconvenues principales, ce sont les auréoles et les taches qui ensuite vont être vraiment compliquées à rattraper. Compliquées à rattraper, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez souvent travailler, le lavis, ça va être la couleur ou l'une des couleurs les plus sombres que vous allez appliquer sur une zone, puisqu'ils sont là pour plutôt appuyer les ombrages, en tout cas dans les techniques de débutants. Après, on voit qu'on peut faire du lavis successif en partant, en ayant des couleurs qui seront plus, comment dire, aller du plus foncé vers le plus clair ou du plus clair vers le plus foncé, avec des lavis qu'on va positionner sur des zones de plus en plus petites, par exemple. Mais en tout cas, la technique de base du lavis, c'est je peins un aplat sur ma figurine complètement et paf, j'écrase mon pinceau plein de lavis partout sur la figue. Alors, il y a une autre technique qui est issue de... C'est des copains à moi qui peignent pas mal et qui voyaient assez souvent dans les tournois de figurines et puis dans des concours de peinture, monsieur Bruno Grelier, qui malheureusement nous a quittés, qui est un peintre incroyable. Enfin, tous les gens qui sont intéressés un petit peu à la gamme Games Workshop et aux orques connaissent forcément Bruno Grelier pour ses créations de malades, ses dioramas sublimes. Et lui, il avait une technique de folie avec le lavis, c'est-à-dire qu'il peignait un aplat général sur une figurine. Ensuite, il prend un jus, il fait un jus, il rajoute du médium dans le jus. Et là, il va faire comme une glace à l'italienne, c'est-à-dire qu'avec un gros pinceau bien chargé, il part de la tête et il fait le tour de la figurine comme ça. Voilà. Le médium qu'on aura rajouté dans la peinture va avoir un effet hydrotenseur, ou je ne sais pas comment on dit.
ce qui fait que ça va beaucoup plus diriger le lavis vers les creux. Et très rapidement, vous avez un effet d'ombre, c'est-à-dire que vu qu'on a commencé à écraser sur l'eau et puis qu'on va tirer tout vers le bas avec le pinceau, la peinture va s'accumuler plutôt vers le bas de la figurine. Et quand on peint en peinture zénitale, eh ben, naturellement, ça va créer un dégradé quasiment enfin, c'est dans le frais, mais sauf que c'est beaucoup moins contraignant qu'une technique dans le frais, ça demande moins de compétences techniques de précision. Ça va tout de suite nous faire une impression de peinture dans le frais et d'éclaircissement, enfin d'assombrissement d'une certaine manière, anti-zénitale. C'est-à-dire l'accumulation va être au pied et au niveau du haut de la figurine, où c'est souvent là où il y a le focus lumineux, eh ben, on va avoir des éclaircissements, des assombrissements, pardon, beaucoup plus légers. Alors ça, c'est une autre technique possible aussi. Et puis, il y a tout simplement, vu que tu parlais, toi, du coup de comment ça s'appelle, de sèche-cheveux, bah, comment vous dirigez votre sèche-cheveux, tout simplement. Vous barbouillez votre figurine avec votre lavis, et avec le sèche-cheveux, vous allez pousser la peinture vers, enfin le lavis, à l'opposé du flux d'air, et ben, vous mettez comme si la source de lumière est là, je mets mon sèche-cheveux à l'endroit de la source de lumière, et puis ben, prioritairement, ce qui est le plus exposé au flux d'air va être débarrassé du lavis, et le lavis, donc l'ombrage, va s'accumuler à d'autres endroits, supposément là où il y aurait plutôt les ombres, voilà, en considérant que le flux d'air équivaudrait à ce flux de photons. Peut-être. Je t'avoue que j'ai jamais testé ça. Alors, en général, je fais plus du lavis successif. Ça fonctionne. Alors, la technique du lavis successif, j'espère qu'on pourra y revenir dans de futures vidéos sur la peinture de figurines, parce que c'est une technique très intéressante. C'est une technique qui est considérée comme avancée. Ceci dit, bon, hein, c'est pas hyper compliqué. C'est pas hyper compliqué. Après, oui, il y a des questions de priorité. Aussi, dans l'application des couleurs, tout ça, il y a un petit peu cette logique de qu'est-ce qu'on met avant l'autre et tout. Donc, on y reviendra, je pense. Mais si tu veux nous en parler, toi, d'ores et déjà, là, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur la technique Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça se trouve, je vais dire n'importe quoi. Ouais, mais dis-le, parce que c'est déjà c'est pas mon métier, hein, soyons clairs. Très rapidement. Très rapidement, en fait, c'est juste le lavis de base. Tu prends t'as une zone à ombrer, et puis tu prends un lavis d'une couleur plus foncée, et tu en mets une bonne dose. Et ça tombe dans les creux. Le lavis successif, en fait, c'est juste que tu vas viser à l'endroit où tu mets ton lavis. Donc tu peux le déposer, comme tu disais un peu plus tôt, aux endroits où tu veux plus d'ombre. Et en diluant ton lavis, ou pas d'ailleurs, et en mettant des couches successives sur des zones de plus en plus restreintes, par l'effet de transparence, en fait, ça va construire des ombres et ça va remonter ton relief et ça va te donner un éclairage déjà. En un minimum de travail, en fait, ça va te prééclairer ta figue assez rapidement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça clair. Après, je sais ce qu'est la technique du lavis successif, donc c'est peut-être pour ça que c'est clair pour moi. C'est juste en mettre pas trop et la mettre aux bons endroits. Mais en fait, voilà, l'histoire du lavis successif, c'est qu'on va travailler sur un principe de filtre, en fait, apposés les uns par-dessus les autres. Et du coup, ces filtres de peinture s'accumulant, forcément, on va avoir des zones plus foncées que d'autres, en fait. Hein. Là où il y aura plus de filtres, ce sera plus foncé. Là où il y en aura moins, ce sera moins foncé, donc plus clair de par le fait. Et par ce truchement de technique-là, on va avoir nos reliefs qui vont se dessiner. Ce qui est très intéressant avec la technique du lavis successif, c'est que d'une part, ça permet de faire vraiment des dégradés qui sont fondus. Donc, puisqu'on travaille avec de la peinture très diluée, alors attention, je le répète, la peinture très diluée, ça ne veut pas dire de la peinture dont la texture ressemble à de la flotte. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que souvent, on a un petit peu ce défaut de se dire, il faut que je dilue ma peinture, donc on va rajouter beaucoup d'eau. Hein, jusqu'à présent, effectivement, quand on dilue, on va apporter de l'eau à la peinture ou du médium pour pouvoir avoir une densité moins importante de pigments pour la même quantité de peinture. Simplement, au moment de l'appliquer sur la figurine, vous allez éponger votre pinceau comme j'étais en train de le faire là, pour qu'il reste essentiellement du pigment et moins de liquide. Et ensuite, on va poser donc de fines couches de pigment quasi translucides, alors humides, hein, effectivement, mais pas mouillées. C'est-à-dire qu'on ne va pas noyer la figurine. C'est-à-dire que sur une zone plate, ça va se déposer très bien, parce que ça ne va pas faire des gouttes, on aura à sécher le pinceau. En revanche, la peinture sera diluée. Et donc cette succession de films, quand on le disait tout à l'heure, va apporter, alors en plus ça apporte de la profondeur hein, réellement à la figurine, ça fait un effet de profondeur bien joli. Alors c'est ce que
en peinture, traditionnelle, on va dire, en peinture d'art sur des tableaux, tout ça, on appelle la technique du sfumato. C'est-à-dire, ouais, hein, tu as vu, c'est donc cette succession de couches très fines, très quasi translucides, enfin translucides même, hein, qu'on va poser. Et alors, au final, il ne faut pas vous attendre à le faire en 2 couches ou en 3 couches, c'est sûr. C'est 3, c'est le grand minimum, on va dire. Mais ouais. Alors oui, il va y avoir sur chaque zone une bonne cinquantaine, si ce n'est pas centaine, voire même plus que ça, de passages de pinceau sur une même zone pour réussir. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est des coups de pinceau qui sont très faciles à mettre, très faciles à corriger aussi. Alors c'est très facile à mettre parce que la peinture, étant très, très diluée, très liquide, elle va répondre vraiment au doigt et à l'œil, c'est le cas de le dire. Et en plus, si jamais vous faites un gourage de l'erreur, c'est pas difficile de revenir dessus parce que déjà ça n'aura pas apporté beaucoup d'épaisseur à la figurine, donc il ne va pas y avoir d'effet de pâté, il ne va pas y avoir d'effet de texture non plus, ou très 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 peu, mais vous allez pouvoir corriger une erreur en remettant soit la teinte du dessous, si on part du plus foncé vers le plus clair, soit en remettant une teinte plus foncée pour recouvrir l'erreur si vous avez débordé, soit en revenant ensuite avec une teinte plus claire pour agrandir, etc. La zone si elle était trop petite, ou bref. Et le lavis successif, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on part du plus sombre, on va au plus clair, ou on part du plus clair, on va au plus sombre. On est tout le temps en train de tourner autour de la teinte intermédiaire. Il ne faut pas se dire que voilà, c'est quelque chose où on tâtonne. Voilà. Mais sauf que ça va très très vite en fait. Une fois qu'on a les couleurs sur la palette, on tire son dégradé sur sa palette. Et hop, on va rajouter des petits points, je remets ici, je remets là, on glisse le pinceau, on tamponne le pinceau, etc. pour fondre. Et vu que les couches sont assez liquides, on va même pouvoir se permettre de faire du dégradé en temps réel, c'est-à-dire du mélange carrément à même la figurine. Vu que la couche précédente souvent est encore un petit peu humide au moment où vous posez la suivante, il va y avoir un fondu entre une teinte plus foncée et une teinte plus claire, et ce qui fait que la zone de contact entre ces deux teintes va être fondue naturellement dans la peinture. Ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe. Le truc que je trouve super intéressant, enfin, qui est facile entre guillemets avec le lavis successif, c'est que, bon, c'est vrai que quand tu dis typiquement, c'est pas de l'assombrissement ou de l'éclaircissement, on construit sa teinte au fur et à mesure, mais en fait, c'est facile de rectifier le tir en cours de route. Contrairement à faire un assombrissement cash brutal ou un éclaircissement brutal. Il dit, bon, j'ai envie de voir ce que ça donne si j'ombre avec telle teinte. On en met un petit peu, on dilue pas mal, on regarde ce que ça donne. Ça donne déjà la première idée, est-ce que je pars dans la bonne direction ou pas. Si c'est foireux, c'est pas grave, on peut recouvrir très facilement. Exactement. Et ça, c'est quand même une flexibilité qui est assez sympathique quand on veut, voilà. Enfin, voilà, non, mais tu as raison, c'est même exactement ça. Et puis, vous voyez là, moi, ce que je suis en train de faire sur le pare-brise de la caisse que je suis en train de peindre, je suis sur une base blanche. Et déjà là, avec ma peinture qui est très diluée, donc je maîtrise un petit peu que mon pinceau soit pas trop chargé en peinture, je vais pouvoir commencer à déposer. J'ai pas changé ma teinte, mais simplement, vu que je vais pouvoir commencer à déposer là sur le bord, la jonction entre le capot et le pare-brise, je vais pouvoir commencer à faire un petit peu de lining, c'est-à-dire mettre une couche plus importante de gris, et puis tirer ma peinture, voilà, peut-être sur le haut aussi un petit peu de mon pare-brise, là où il y aura un peu moins de lumière, où ce sera moins bombé, et je peux commencer à jouer avec la densité de peinture, alors que je n'ai pas changé de teinte, mais déjà on voit qu'il y a des zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées, et je suis toujours sur la même teinte de gris. Voilà. Si vous avez vu la vidéo NMM avec Mohand, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je pense que la plupart des peintres confirmés utilisent cette technique de la peinture très diluée, qu'on appelle ça lavis successif ou pas. De toute façon, il y a toujours cette technique du lavis successif qui vient s'insérer dans votre peinture naturellement et qu'en fait, ça vous facilite la vie. Quand on voit un Ben Comets qui peint une zone, j'ai vu notamment un tutoriel sur comment peindre le Faucon Millenium de Star Wars miniature. Il prend juste un lavis, sorti de pot de chez Army Painter. Il l'a mis sur sa palette humide, il le pose, ultra dilué à un endroit de la figue, il le tire et il l'accumule et il revient sur ces zones en balayant alors que le lavis n'est pas encore tout à fait séché. Et en 1 minute de temps, il a un dégradé de malade du début à la fin de la zone qu'il avait décidé de peindre. Avec une seule couleur, c'est juste qu'il a
augmenter la concentration de pigments dans sa peinture et il a réussi à tirer entre les deux et ça fait un dégradé mais ultra fluide. Voilà. Après, vous allez me dire, bon, Ben Comets, vous le connaissez peut-être pas tous, c'est un excellent peintre de figurines, hein, c'est vraiment un tueur de chez tueur. Mais disons que lui, là où il met 1 minute, vous allez peut-être mettre 5-10 minutes, mais la technique, elle est là, elle existe et il n'y a pas de raison de s'en priver. Pourquoi toujours faire des dilutions, essayer de faire des intermédiaires entre chaque teinte différente, etc. Déjà sur une base même, en jouant sur la quantité de peinture que vous allez mettre à un point particulier, la couleur de la peinture va changer en fonction de ce que vous avez comme couleur de fond. Voilà. Et ça fait gagner du temps et en plus l'effet est sympa. Et puis ben, plus on gagne de temps, plus on est content de soi aussi parce qu'on dit ouais, j'ai réussi à avoir un fini pas trop mal en peu de temps. Je vais peut-être du coup essayer de me tenter sur ce fameux petit détail que j'osais pas faire et puis vu que j'ai un peu plus de temps, je vais essayer de le faire. De rajouter là peut-être un petit freehand tout bête, hein, c'est juste tiens sur ce petit livre là, je vais essayer de faire des petites écritures en pâte de mouche parce que finalement pour faire le rendu de la page parchemin un peu vieilli, juste avec une couche de blanc crème et puis par-dessus un lavis disposé intelligemment, ben, vous avez eu votre rendu de vieille page de parchemin en très peu de temps. Voilà. Alors pareil, hein, c'est de l'entraînement, on y va, on répète le geste, on crash test aussi sur des figurines qui sont un peu moins, ouais, mais c'est pas un peu moins grave à rater, mais ça vient vite. Ça vient vite. Enfin, voilà, faut se lancer en fait. Hein, Il faut se lancer. Voilà, moi pour l'instant je fais 0 lavis successifs, je fais des gros aplats là, bien de, comme qui dirait, comme on dit en langage technique, du bon aplat de Goret. Ça c'est du langage technique effectivement. Ce qui me permet d'attendre que mon truc, mon métal il sèche. Et après, je vais y aller franco. Bon là, moi je vais avec attaquer. un lavis pas successif du tout. Ah. Ah, ok Node. Donc petit réglage technique. Rules, tu l'as mis par terre ou pas? Ouais, non, mets-le par terre, ce sera plus pratique. Est-ce que ça marche mieux? Allô? Ok. Eh ben, super. Les micros crachouillent un peu de temps en temps. On règle ça. Là, je viens de prendre du marron que j'ai dilué beaucoup pour faire quoi? En fait, je suis en train de me faire ma petite banquette à l'intérieur. Là, je me fais l'intérieur cuir de ma bagnole. Voilà, hein, c'est très rapide. Je vais profiter du fait que c'est sous-couché en blanc, du coup ça va tout de suite dans les creux. Je vais rehausser un petit peu, je vais attendre, du coup, parce que ça ne sera pas sec et que c'est pas top. Du coup, je vais revenir sur mon pare-brise avec mon gris qui a dû sécher un petit peu, du coup là ça va être mieux parce que j'aimerais bien couvrir un tout petit peu plus certaines zones. Voilà. Je tapote. Je refais mon petit lining et je vais commencer à mettre du gris sur mes jantes 24 pouces, tout alu, magnifique, de ma voiture de sport. Ce sera une première couche. Et voilà. Donc là, on avance. Bon. J'ai fait le sagouin avec le gris. Je vais retaper un petit aplat pour unifier les couleurs. Bah, moi, j'ai que de l'aplat. Comme je t'ai dit, je fais du, oui, pour du l'instant, Fast and Furious. Et là, je vais mettre un bon vieux lavis bien marron qui devrait normalement, si tout va bien, nous donner un petit effet rouillé. Enfin, rouillé, un petit peu oxydé, sans rentrer dans des techniques d'oxydation poussées. Oui, parce qu'après, toutes les techniques, ce qu'on appelle le weavering, c'est-à-dire là, comment on pourrait dire en français weavering, comment on pourrait le traduire pour que ce soit pas trop long, le vieillissement. Les effets de vieillissement, voilà. Hein, le vieillissement d'une pièce, donc le trompe-l'œil de vieillissement, ça peut se faire de 10 000 façons différentes, mais même avec du matériel qu'on n'aurait pas pensé l'utiliser pour faire ça. Et ça peut s'utiliser aussi, alors on peut le faire avec de la peinture, on peut le faire aussi avec des pigments, par exemple. Là, on utilise des pigments pour faire des effets de rouille.
Et puis après, il y a tout le trompe-l'œil à la peinture pour faire croire que là c'est rouillé, pour faire croire que là la peinture s'est écaillée, etc., etc. Donc ça, si vous entendez parler de weathering, weathering en bon français, Weathering. Weathering en bon français, c'est ça. Ça veut dire en fait travailler sur une figurine pour lui donner un aspect un petit peu usé, qui a vécu et tout. C'est une technique qu'on voyait très 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 peu il y a encore 10 ans de ça. Quasiment jamais on voyait des gens qui salissaient leur figurine exprès. Et puis avec il y avait des dioramistes, et puis il y avait des figurinistes. Et quand les figurinistes ont commencé à faire du diorama et que les dioramistes ont commencé à faire de la figurine, bref, je ne sais pas comment ça s'est passé à un moment donné, là on a commencé à voir des gens qui, sur leur figurine, hors diorama, commençaient à vouloir donner de la vie. Pas seulement mettre de la couleur, pas seulement rendre la figurine plus belle avec de la couleur, mais vraiment raconter une histoire. Donc des effets de gens fatigués, donc avec, il y a certaines techniques pour teinter la peau, pour que la personne ait l'air fatiguée, il y a des barbes de 3 jours, des bas de pantalon salis, des bottes crottées, sur, je sais pas, sur des parties de voitures, de tanks, de véhicules, que sais-je, de la peinture écaillée, des endroits avec des éclats je sais pas, des tirs de balles à tel endroit avec la peinture qui a sauté, et par en dessous on va voir le métal, voilà, des effets de rouille, tout un tas d'effets. Alors la rouille, en plus, ça dépend du métal que vous voulez suggérer, si c'est du bronze, si c'est de l'étain, si c'est un métal ferreux, etc., etc. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui sont venues et qui se sont ajoutées dans les techniques de peinture de figurines, alors que c'était plutôt quelque chose qui était utilisé par les gens qui faisaient des dioramas pour donner vraiment un côté vivant. En modélisme, ouais. En modélisme. Et là, maintenant, on en voit c'est même pas qu'on en voit de plus en plus, c'est que il suffit de regarder les figurines qui gagnent des prix dans les concours de figues. Systématiquement, il y a ce petit plus produit. Et puis c'est tout bête, hein. Il suffit de peindre une figurine de base. Je sais pas, vous peignez un petit GI de la guerre 39-45 en 25 mm. Vous lui rajoutez 2-3 petits pets de métal sur le casque. Vous faites un petit brossage à sec, bien bien sec de marron sur les rangeaux et sur le bas du treillis. Et hop. Et ça y est, quoi. Le gars, il a fait la guerre. Ça y est, c'est un GI américain, il vient pas de débarquer de Norfolk, quoi. Non, lui, il a fait Bastogne. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, on raconte une histoire, et puis, ben voilà, là, il y a quelque chose de réaliste qui attire beaucoup l'œil. Et c'est rien à faire en plus. C'est vraiment très peu de choses à faire en plus. Alors après, il faut y aller avec parcimonie, évidemment. Avec qui? Avec parcimonie. C'est le gars qui aime bien quand on fait pas trop, enfin juste assez. D'accord. Voilà. Donc parcimonie est un bon conseiller. Et puis si vous trouvez qu'il n'y a pas assez, demandez autour de vous, parce que des fois on n'est pas meilleur juge pour ce genre de choses. Si les gens ne le remarquent pas, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Si les gens trouvent ça sympa, c'est que vous avez bien trouvé. Mais n'essayez pas d'en mettre trop, parce que souvent le trop est l'ennemi du bien, du mieux. C'est quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas un super connaisseur des maximes, en dehors de Maxime Le Forestier. Bossis aussi. Maxime Bossis. Souvenez-vous. C'est du foot, ça, non? Oui. Ah, voilà. Ouais, c'était naguère. On est vieux. Maxime Bossis, Image Panini. Exactly. Alors, tu vois, en fait, ça c'est un peu ça retombe un peu sur ce que tu disais. Bon, là, j'ai juste mis un lavis de marron un peu rougeâtre. Et il y a l'effet, ça a coulé, tu vois, donc c'est parce que j'en ai mis vraiment un peu partout, donc ça fait des espèces de taches comme ça. Alors c'est pas une rouille, j'aurais pu faire, en mettant plus d'orange, j'aurais pu faire un effet oxydé, plus oxydé, mais là ça fait déjà un petit effet rouillé, un peu pas uniforme, donc j'ai fait des flotch un peu partout, comme ça, en essayant d'en mettre un peu dans les creux. Et déjà, bon, on voit que ça fait ressortir un peu les détails, la gravure et ça donne un petit effet vieilli voilà, tu as le temps que ça m'a pris, quoi. Le temps que tu racontes le truc. Je peux en rajouter un petit peu. Et t'es content de toi? Tâche. Ouf, bon, écoute, ça fait le job, hein. Voilà, une petite tache ici, une petite tache là. Après, je vais remettre un peu 2-3 taches en noir et puis. Alors, j'ai envie de dire aussi, fonctionnera. N'hésitez pas à vous documenter, tout simplement. Alors, vous voyez, moi là, je viens de poser un lavis de porcasse aussi. Je viens de mettre j'ai fait un jus de ce marron-là, le Montfang, je ne sais plus quoi, Brown. Et du coup, j'en ai posé un gros paquet sur la figue. Donc ça vient se mettre dans les creux. Et puis là, voilà, pendant qu'il est en train de sécher, je vais tirer dessus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre la peinture qui s'est accumulée sur la figurine et je vais l'emmener dans les coins où ça m'intéresse. Donc ça va me permettre de libérer certaines zones où je ne vais pas avoir envie qu'il y ait trop de lavis. Ça va me permettre de rééquilibrer aussi d'un côté à l'autre, qu'il n'y ait pas plus de lavis d'un côté que de l'autre dans les ombrages.
voyez, là, j'ai une accumulation de la vie sur le bas de caisse, c'est pas très logique d'avoir trop de la vie à cet endroit-là. Je vais en laisser un peu. Ici, je trouve qu'il y en a un petit peu trop aussi là sous le rétroviseur. Ici, dans le creux, là, je sais pas, ça doit être les trucs pour aérer le moteur. Ça sert à rien qu'il y en ait trop non plus. Puis s'il y a une accumulation, quand ça va sécher, ça risque de faire des auréoles. Donc, allez-y tranquillou. Et là, vous voyez déjà que ma voiture a pris un peu de relief, même si, voilà, là, il est temps de revenir un petit peu à certains endroits. Je remets. Voilà. Quand vous faites ce genre de choses, assurez-vous bien que votre couche d'aplat, la couche sur laquelle vous allez poser la vie, soit bien sèche. Pour quelle raison? Parce qu'au bout d'un moment, si ce n'est pas assez sec, vous allez reposer de la peinture très diluée dessus. Et là, ça va enlever votre aplat. Et ça va être contre-productif, surtout quand vous peignez en blanc, en sous-couche blanc. Là où vous allez mettre du lavis et que vous allez essayer de l'estomper un petit peu par endroit, vous allez virer toute la peinture. Donc au lieu d'avoir un assombrissement, vous allez avoir la sous-couche blanche, ce qui n'est pas du tout l'intérêt du truc. Alors là, ça fait un peu crado, mais c'est pas grave, on va revenir avec notre couleur intermédiaire. Donc dans mon cas, le Averland Sunset. Et ensuite, on reviendra pour faire un éclaircissement qui va bien, au moment où on aura envie de le faire. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper, parce que je ne suis pas là non plus pour enfiler des perles. Ah bon? Je vais prendre un petit peu de blanc, que je vais coller directement dans mon mélange de gris, là. Et puis, je vais commencer à tirer un petit peu mon dégradé sur l'optique, là, sur le pare-brise. Parce que, en fait, voilà, mon pare-brise, il est sec. J'ai envie de faire ça. Et donc, je vais le faire, parce que j'aime bien faire ce que j'ai envie. Bon, moi, j'avoue que j'ai un petit souci. Alors, pourquoi? C'est simple, hein. C'est une pièce qui tourne. Eh oui. J'ai fait l'erreur de la fixer sur le côté qui tourne. Donc elle tourne je comprends ce que tu expliques. Donc voilà, bon, ça va que je ne fais pas du détail, du Uber detailing, mais voilà, bon, en général, si on a réfléchi à ne pas coller le truc là où ça tourne, ça ne doit pas arriver. Alors, détail intéressant dont tu me parlais tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a des espèces de striures tout le long du cadran de la montre, hein, qui font comme des petits quartiers. Et sur celle que tu nous as montrée déjà peinte, il n'y a pas ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les striures y sont et là n'y sont pas, etc. Pourquoi sur l'une et pas sur l'autre? Ouais. Oui, je peux le faire. Merci. Je vais le faire d'ailleurs. En fait, c'est que la technique de fabrication de ce type de pièce, ça fonctionne par couche. Donc, il y a une couche de poudre, le laser qui vient faire fondre la poudre aux endroits où on veut de la matière. Ça remet une couche de poudre, etc., etc. Et chacune de ces couches de poudre, pour cette techno, elle doit être à 120, 160, bon, un dixième de millimètre, on va dire. D'accord. Et en fait, en fonction du sens dans lequel la pièce est orientée dans le bac, le fichier va être préorienté dans le bac de poudre, et on peut voir les couches dans certains cas ou pas. Là, on les voit bien parce qu'en fait, il y a une différence de hauteur très faible entre le bas de l'horloge et le haut de l'horloge. Donc, chacun de ces traits correspond à la frontière d'une couche de poudre de 1 dixième de millimètre. Et sur l'autre, donc celle-là, elle a été imprimée, fabriquée dans ce sens-là. Celle-là a été fabriquée dans l'autre sens, donc probablement, même certainement de ce côté-là. Ce qui fait qu'en fait, mes couches, je vais plus les voir sur les côtés-là, mais au-dessus, je verrai quasiment rien. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est carré. Enfin, moi, j'ai compris, et puis je suis plutôt con, donc je pense que ça doit aller pour les autres. Ce que tu expliquais aussi, c'est qu'en fait, pour le moment, on ne peut pas choisir ce genre de paramètres quand on envoie notre pièce à modéliser chez le professionnel qui va le faire. Ouais. Parce qu'en gros, sur son bloc de poudre là qu'il a dans sa machine, il va blinder un maximum, hein, évidemment, il ne va pas faire une pièce comme ça dans un bloc énorme, donc il va en mettre plein de tes commandes à toi, des commandes des autres peut-être, si la tienne n'est pas assez importante. Et du coup, il y a un travail de Tetris à faire pour lui, pour utiliser le maximum de poudre, parce que je suppose qu'après l'excédent de poudre, il le jette, il le récupère. Ça dépend, non, c'est aussi recyclable, ouais, c'est ça qui est intéressant. Ah ouais, c'est bien ça. Tu ne peux pas tout réutiliser à 100%, par exemple, sur du technique de frittage de poudre, mais tu peux en remettre une bonne partie pour refabriquer une nouvelle pièce. Pour ça, en même temps, c'est un peu green comme truc. Non, rigole pas. J'adore, c'est un peu green. C'est des grosses machines en métal et en plastique qui utilisent des kilowatts d'énergie, mais vu qu'on peut recycler un peu la poudre, on peut dire que c'est un peu green. En fait, en matière première, ça ne coûte pas grand-chose, effectivement. L'air de rien, quand tu injectes une figurine en plastique, va dire, avec une presse à injecter, tu vas fabriquer, je sais pas moi, 1000 figurines. Tu vas acheter plus de plastique
Oui, 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 pour les fabriquer que ce que tu as dans que tu retrouves dans le jeu à la fin. réellement. Ouais, Tu d'accord. vois, donc, non, c'est intéressant. Tu peux bien récupérer le plastique, quoi. Enfin, une partie du plastique. C'est pas tout à fait le cas pour celle en résine que tu es en train de peindre. C'est une autre technologie de fabrication. Mhm. Bon, Il y a là, en plus fait, de pertes. non, il y a pas. Enfin, oui, il y a plus de pertes, mais bon, c'est pas tellement ça propose. Et là, il y a également des couches, mais en fait, on les voit pas parce que juste elles sont 10 fois plus fines. D'accord. Donc, c'est plus visible à l'œil nu. Enfin, moi, j'arrive à les voir, mais c'est parce que je suis super fort. Ouais. Mais moi pas. C'est pas ça. Ouais, mais c'est la vieillitude, c'est ça. Bon, bah moi j'ai un truc qui est un peu puerco, mais ça commence à prendre tournure là tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire de beau là-dessus? Allez, je vais mettre un peu de noir histoire de. Ça n'a pas le temps que ça va prendre. Alors, c'est là où je vais peut-être commencer à chausser mes. Peut-être mettre un peu de. Allez, un peu de marron machin là. Un peu de marron foncé sur le bois. C'est peut-être là que je vais commencer à chausser mes loupes binoculaires parce que je sens la fatigue poindre. Donc là, je fais un espèce de. Bon, je m'y suis pris un peu violent. J'allais dire, je fais un espèce de lavis successif en posant juste mon lavis là où je veux le mettre, mais ça n'a pas marché car j'en ai juste trop mis. Hop, je vais rediluer pour venir pousser un peu sur les bords. C'est vraiment à la grosse, mais on va dire que ça devrait faire un peu le job. Oups. Hop. Hop. Je remets de l'eau. Je pousse par ici, je pousse par là. Ouais. Bon, est-ce que ça avance comme tu veux en tout cas? Oh ouais. Bon. Donc Ça moi j'ai devrait avoir fini, quelque chose d'à peu près présentable à la fin. j'ai fini mon étape de la vie. J'ai remis un petit coup de couleur intermédiaire aux endroits où ça m'intéressait. Là, je vais venir marquer mes points de lumière les plus hauts avec mon jaune vif, juste pour m'aider pour la suite, sachant que après, je vais relisser ça avec de la couleur intermédiaire et ensuite poser un petit glacis général. Donc le glacis, Qu'est-ce que c'est que le glacis? Le glacis, c'est aussi l'utilisation d'une couche très diluée de peinture, en fait, qui va te permettre de fondre entre elles les différentes couches, les différents dégradés que tu auras posés. Alors, ça peut servir à ça. Ça peut servir aussi à autre chose. Ça peut servir à donner une ambiance à une figurine. C'est-à-dire que tu as envie que ta figue, elle ait un aspect violacé, mais tu n'as pas forcément envie de la peindre en violet. Alors, ça peut paraître super bizarre comme histoire. Mais tu n'as pas envie de tout peindre en violet, tu n'as pas envie que ce soit un gros bisounours violet. Donc tu vas peindre ta figurine avec des couleurs qui tournent autour du violet, des bleus, des rouges, un petit peu, voilà, sur des teintes comme ça. Et après, tu veux qu'il y ait un espèce de sentiment de violet. Tu vas prendre du violet très dilué. Du violet, mais dans ta tête, en Voilà, fait. du violet, mais dans ta tête. Tu vas prendre du violet très dilué et puis tu vas ensuite un peu faire comme ce que je vous expliquais sur la vie, assécher ton pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de flotte. Et tu vas poser sur la surface que tu veux, un film de violet translucide qui va en fait laisser ce filtre, qui va poser un filtre violet, mais qui ne sera pas tout d'un coup un aplat de violet. Et en fait, on va voir par transparence ce qui se passe en dessous. Et il y aura quand même cette petite touche de violet en plus. Alors, ça peut être très intéressant au moment où on essaye de faire des reflets lumineux, par exemple. Ça peut être intéressant aussi au moment où il va y avoir une réverbération sur une surface, d'une surface sur une autre, où on va dire, ben là, on rappelle la couleur par exemple, typiquement, vous avez quelqu'un, un guerrier qui tient une lame assez large à côté de son visage, de son corps. On peut supposer que dans la lame, si c'est une lame super polie, métallique, polish et tout, il va y avoir un reflet, puisque le métal réfléchit. Et ben, sur la lame, on ne veut pas redessiner comme des malades le reflet exact du barbare qui tient l'épée, du guerrier qui tient l'épée, mais on va donner l'illusion que la couleur dominante, par exemple, de l'armure ou du costume ou de la chair du barbare va se refléter un petit peu dans l'épée. Donc à ce moment-là, on va utiliser des zones de glacis sur son épée pour suggérer que dans l'épée, on voit le reflet de la personne qui la tient, par exemple.
Voilà, ça peut être une utilisation du glacis. L'utilisation très 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 courante du glacis, et c'est ça qui fait la différence aussi avec les excellents peintres, c'est pour fondre des dégradés, ça va lier en fait. C'est un petit peu comme l'anneau pour les lier tous. Là, c'est le glacis pour lier toutes les différentes couches. Aussi subtil était votre dégradé, aussi profond deviendra-t-il lorsque vous aurez rajouté de l'avis de la bonne couleur, voilà, qui va faire que ça va bien lier toutes vos couches de dégradé. C'est un petit peu, je crois que vous l'avez déjà dit, c'est un petit peu comme la goutte d'eau sur Photoshop. Voyez, ça va un petit peu lisser, flouter votre truc et du coup, ça va être plus smooth. Voilà. Yep. Donc le glacis, ça se fait à partir d'une peinture de base de sortie d'un pot et qu'on va passer comme ça en film très léger. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est la même chose que la vie successive finalement. Non, parce qu'en fait là, on va en mettre sur toute une zone, assombrissement, éclaircissement compris. Alors peut-être un peu moins à un autre endroit, peut-être un peu plus à un autre endroit, mais il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça va peut-être être un peu plus dans les assombrissements, peut-être un peu plus dans les éclaircissements. Mais c'est juste pour lier, rappeler une couleur générale. Pareil, il y a une belle composition de figurines, normalement, il n'y a pas 20 000 couleurs pour une figurine, hein. Il va y avoir 2-3 couleurs dominantes, et puis il va falloir, pour rendre la figurine lisible à tous, et rapidement identifiable, etc. Et du coup, la vie va rappeler cette couleur prédominante que vous avez choisie pour votre figurine et va permettre, dans des zones où elle est moins présente, de lui faire un petit rappel. Voilà. Tout simplement. Okay. Bon, moi, ce que je vais faire, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais tu vois, j'ai juste remis un coup de noir au niveau des engrenages, là. Ouais. Sur un petit lavis juste à cet endroit-là. Parce que ça les fait péter et ça m'a pris 30 secondes, quoi. D'accord. C'est pas un travail, on ne cherche pas à avoir un rendu de malade, mais en 30 secondes, on a déjà un truc qui fait ressortir tout un tas de reliefs juste en mettant un lavis au bon endroit. Et je vais faire pareil sur les contours, sur l'intérieur, parce que c'est pas le temps que ça me prend. Voilà, voilà. Après, je sais pas, t'en penses quoi là, ça se peint comme une figurine standard? Je vois absolument aucune différence avec une figue standard. Franchement, à vrai dire, tu vois, tu me poses la question, j'ai pas pensé y revenir tellement ça m'a pas choqué qu'on puisse considérer que c'est différent. C'est vraiment exactement la même chose. Après, bon, effectivement, là, celle que j'ai moi, c'est une résine qui a un rendu, tu disais, quand même vachement fin. La définition est meilleure, oui. Voilà, mais non, je vois pas la différence avec une figue standard, effectivement. Ça se peint pareil. Et puis à avoir les yeux dessus depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression que les détails soient moindres. C'est pas le top du top, ça, attention. Hein. Ouais, mais alors c'est déjà pas mal. Hein. Moi, tu vois, pour l'échelle, pour l'échelle, ça va très bien. Pour l'échelle à laquelle on est, moi, ça me convient bien. Hein. Là, ça doit être du 16 microns, je crois, en épaisseur de couche. D'accord. Pour faire je fais une digression, pour faire un master, pour pouvoir faire un master de pièces série, il faut passer à la résolution supérieure, type 5 ou 10 microns. Parce que, oui, donc en fait, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est une commande que j'ai fait à Rules. En fait, il avait déjà les voitures, mais moi, je lui ai demandé de les réduire pour pouvoir les jouer à Rallyman. Et en fait, Rules ne savait pas si ça allait passer ou pas au niveau de l'impression, si ça allait rendre quelque chose de correct ou pas. Mais donc là, tu dis que si tu avais travaillé directement sur cette échelle-là, ça aurait été… J'aurais pu mettre plus de détails, ouais. Tu aurais pu mettre plus de détails, ouais. Parce que là, j'avoue que tu m'as dit, je suis juste descendu en échelle brutalement. Ouais, tu as fait une réduction comme ça. Et ça, c'est un peu risqué, en fait, de réduire l'échelle. On ne sait jamais… on ne sait jamais… Enfin, si, on peut savoir, mais c'est pas sûr que ça passe, quoi. J'entends bien. C'est un peu le phénomène quand on voit les super renders des sculpteurs sur le Kickstarter XYZ avec un truc de malade. Sur l'ordinateur, c'est toujours génial. Oui, c'est ça. Une fois qu'on passe dans le monde physique, c'est… Une fois que tu es passé dans le monde physique, c'est un peu différent et ça…
Ça demande un petit peu de, ben voilà, ça demande un peu enfin, c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier tout simplement, Ouais, ouais. qui modélisent des choses qui vont être fabriquées après à la bonne échelle. C'est le syndrome dans Conan, il y a plein de gens qui ont dit ah mais machine elle a des seins énormes. En fait oui mais non. C'est qu'une fois que c'est rendu à l'échelle, la demoiselle avait une poitrine tout à fait normale. Mais sur écran, avec un rendu 3D. Avec forcément une perspective aussi. Avec la perspective, tu es obligé de faire des choses disproportionnées quand tu descends en échelle. Et bizarrement, c'est les seins qui sont disproportionnés. Et il y a les mains aussi et la tête. D'accord. Tu prends n'importe quelle figurine de jeu, si tu la mets à taille réelle, tu te retrouves avec un mutant, quoi, avec un mec avec des mains qui sont 4 fois trop grandes et puis une tête de blob. Alors ça, c'est vraiment rigolo. Et ça, c'est assez rigolo. Alors que quand tu joues avec, tu dis oh, bah, c'est super et tout, c'est génial. Notamment les figurines Games Workshop étaient vraiment. Alors c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais c'est encore toujours un petit peu le cas. Ils sont réputés pour avoir des mains qui c'est pas possible en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des mains longues comme des avant-bras à échelle normale. Et ce qui explique aussi le succès d'autres gammes de figurines qui sont sorties après coup avec des trucs anatomiquement un peu plus réalistes. Et notamment les têtes aussi, effectivement, comme tu le dis, la taille des têtes, c'était souvent n'importe quoi, ça n'est pas tellement la route. Il faut quand même augmenter la tête, la taille en fait. Le talent du bon sculpteur, c'est bon, je parle c'est pas mon métier, mais c'est qu'il va augmenter bien, mais pas trop. C'est ça. Parce qu'il il faut penser à la prod derrière et le rendu que ça aura une fois que ce sera tiré, tout ça. Ouais. Yes. Et puis aussi les proportions, tout simplement. Hein. Quand on regarde un être humain qui mesure une taille normale, hein, je vais dire 1m70, hein, parce qu'après, je parle pour moi là. Et puis une figurine, c'est pas tout à fait les mêmes proportions non plus, évidemment. Et du coup, les éléments importants dans une figurine, ça va être... Bon, souvent, on va pas se le cacher, les figurines, c'est des trucs un peu guerriers avec des guns, avec des positions dynamiques, des mains, des jambes et tout. Et la tête, surtout, il va y avoir beaucoup de détails. Il faut faire plaisir aux gens qui vont manipuler les figurines et leur montrer ce qu'ils veulent voir. Donc voilà, ça va être là où ça se passe, là où on sent le mouvement, c'est dans les bras, les mains qui tiennent les armes, même chose, hein, une toute petite main qui tient une épée surdimensionnée, on va dire mais non, c'est pas logique, alors qu'une grosse pogne, même si en fait quand le gars il ouvre la main qu'il met à côté de sa tête, il peut attraper 3 têtes avec sa main. Oui, mais quand ça tient la grosse hache, la grosse épée, en fait c'est moins choquant, puis ça passe bien, puis on dit ouais mais ça fait un peu comics et tout, ça passe comme ça quoi. Après les figurines réalistes souvent, d'ailleurs, pour en parler, les figurines historiques et tout, l'échelle est souvent plus grande. Hein. On part à partir c'est du 54 mm la plupart du temps, hein, quand on voit tout ce qui est les dragons, les hussards, tous ces trucs, les dragons, les soldats, hein, voilà. Napoléoniens, et puis tout ce genre de figurines, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le napoléonien, il y a tout un tas de trucs, le Far West, bref, que sais-je. Souvent, pour que ce soit de la figurine réaliste, donc autant au niveau de la peinture que du costard qu'il porte, que tout ça. Anatomiquement, là, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus dans les normes. Mais c'est 54 mm. Là, les figurines dont on parlait précédemment, c'est plus du 28, 32 mm. Donc c'est des petites figurines. Et vu on va les voir petites, paf, il faut que les éléments importants ressortent. Il y a une espèce de zoom préfet sur les éléments qui vont attirer l'œil. Contrairement à... Enfin voilà, c'est l'équivalent de si chez Madame Tussaud ou le truc musée Tir là, on faisait je sais pas, le bonhomme de cire, je sais plus comment on appelle ça, d'une célébrité, en lui mettant des mains gigantesques. Ce serait bizarre parce que c'est à sa dimension, sauf que si c'est sur une figurine plus petite, ben, si on lui met des mains anatomiquement respectueuses de l'échelle, on va avoir l'impression qu'au bout des bras, il a 2 têtes d'épingle, quoi. Oui. Ou alors, il faut visiter le musée Grévin à 200 mètres de distance. Voilà, c'est ça. Et là, ça marcherait. Bon, là, je fais juste un petit brossage vite fait en argenté sur les arêtes, histoire de faire un peu ressortir le truc. C'est pas bien compliqué. Et allez, voilà. Pam pam padam, pam padam. Bon, moi je suis en train de tranquillement tirer mes éclaircissements au lavis successif
Voilà, sur les hauts des roues, là, le petit truc derrière, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'y connais rien en bagnole. Il y a un aileron, non? Ouais, c'est derrière, ce qu'il y a derrière, tu sais, derrière le siège, là, l'espèce de grosse partie, ce truc-là, là, voilà. Ouais, le machin, là. Le machin. Le bidule. Le bidule, machin. Donc je vais y aller, je vais commencer à attaquer un petit peu, à rajouter un petit peu de blanc à ma peinture pour commencer à faire causer tout ça. Puisque la leçon qu'on avait tirée de la masterclass avec Mourad, en gros c'était n'hésitez pas à exagérer. On en parle depuis tout à l'heure avec Julien. Les sculpteurs exagèrent pour des raisons de production, mais aussi pour des raisons de lisibilité de la figurine une fois qu'elle sera tirée. Il doit en être de même dans la peinture. Il faut exagérer les contrastes, que dans la vraie vie, c'est des contrastes qu'on n'aura pas forcément. Mais quand il est question de figurines de jeu comme ça, pas des figurines de cheminée, on n'en a rien à faire, que ce soit vraiment très 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 réaliste. Il faut juste que ça pète et que la pièce elle ressorte, qu'elle ait du volume. Et pour qu'elle ait du volume, il faut que ce soit tranché, hein, tout simplement, dans les assombrissements et dans les éclaircissements. Ça ne veut pas dire trancher je passe d'une couleur très sombre à une couleur très claire. Ça veut dire que mes assombrissements vont être sombres et mes éclaircissements vont être clairs, très clairs. C'est pour ça que là, je vais m'en mettre à rajouter un petit peu de blanc. Voilà. Moi, là, je n'ai pas du tout touché au pneu de la figue. Je me suis un peu concentré sur la carrosserie. J'espère que vous voyez la différence. Bon, voilà. Hein, moi, ça me parle pas trop mal. Peut-être accentuer un peu les assombrissements. Ensuite, je vais voir sur les côtés là, mais bon, c'est pas des zones non plus qui sont si sombres que ça. Voilà. Puis en fait, vu que je fais des réaux, hop là, évite de faire n'importe quoi, Xav. Vu que je fais des réaux assez tirés vers le blanc, je vais peut-être pas avoir trop besoin de revenir sur les assombrissements. Peut-être ce sera suffisamment tranché. On va voir. Bon, alors moi, vu que j'ai fait un brossage métallique, l'inconvénient, c'est que ça m'a mis des pigments métalliques un peu partout. Je vais les enlever à mode Conchita avec une brosse sèche. Et d'ailleurs, j'enlève le plus gros du... On salue toutes les Conchita qui nous regardent. J'enlève le plus gros des petits pigments qui sont déposés. C'est ça l'inconvénient des peintures métalliques, c'est que en brossage, ça a tendance à en mettre partout. Bon, mais à distance voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, un petit coup de marron clair pour le bois. Hop. Vite fait, vite fait. On va essayer de le mettre juste au milieu trouver un angle où je vais pas me péter les doigts. Voilà, oh, j'en ai trop mis, c'est pas grave, on va le rattraper plus tard. Hop. Voilà. De toute façon, je cherche pas à faire de l'effet super high level vu que la pièce en elle-même elle est assez rugueuse. Commence pas à te chercher des excuses. Merci. Ouais, non, mais c'est parce que c'est à cause de mes moufles aux mains aussi. Ouais, ça fera le job à distance de jeu. En l'occurrence, ça c'est pas une figurine qu'on va manipuler en permanence, c'est juste une aide qu'on va venir tournicoter de temps en temps pendant le tour. Bon, alors là, je trouve que ma carrosserie là sur le haut, autant l'arrière, je suis content parce que c'est bien. Il y a un bon rendu de fondu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, en tout cas, ouais, c'est classe. Ça se passe pas trop mal. Par contre, sur le capot, je suis moins content. D'ici, je vois un peu des traces de peinture, tout ça, machin. Donc là, je vais faire un glacis justement pour un petit peu lisser et redonner le peps. Pardon, je regarde l'écran de contrôle. Redonner le peps du jaune. Parce que le problème des couleurs pâles comme ça, quand on les éclaircit, c'est que, mais c'est pareil pour le rouge, qui est une couleur assez difficile à éclaircir. Parce que soit on le transforme en rose en ajoutant du blanc, soit on va tirer sur l'orangé. C'est pas forcément cette couleur-là qu'on a envie d'avoir. Alors récemment, il y a une photo de Vinsounet, ça me fait penser à ça, qui avait fait une cape rouge.
Et elle était magnifiquement rouge, sa cape, parce qu'il l'avait tellement bien assombrie qu'en fait, les éclaircissements étaient rouges, mais n'étaient pas rouges attirant vers le blanc. Ils étaient juste rouges. Et ça la rendait plus rouge finalement qu'une cape où on aurait essayé de donner des éclaircissements, des réaux. En fait, voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, plus on va rajouter du blanc, plus ça va rendre la couleur pastel. Donc, ça va aplatir aplatir la couleur. Il va manquer le côté saturation. La saturation, c'est une notion très importante dans la couleur. La saturation, c'est la différence entre une aquarelle et un t-shirt de Tectonic, ultra fluo, etc. Voilà. Une couleur fluo, c'est une couleur ultra saturée. Une couleur qu'on va trouver dans un pastel, une réalisation au pastel, c'est une couleur très désaturée, c'est-à-dire qui va s'approcher du gris. Voilà. D'accord. Véronique et Davina est avec moi. Véronique ou Davina? Bon, je sais plus, c'était laquelle qu'on voyait à la fin dans la douche? Les deux. C'était les deux. Eh ben, une bonne manière donc de récupérer, parce qu'on doit faire quand même des éclaircissements, c'est pas trop mal. Une bonne manière de récupérer la volonté de sa teinte, donc du jaune ou du rouge, une couleur qui pète quand même à l'origine, si on la prend comme ça en primaire, ça va être de faire un glacis sur ce qu'on a fait précédemment. Ça va rappeler la teinte, ça va un peu atténuer aussi le dégradé, ce qui n'est pas plus mal, et ça va redonner de la saturation en fait, tout en conservant l'effet d'éclaircissement. Et vu que le glacis, on va pouvoir le poser aux endroits où on veut, on va pouvoir enrichir à des endroits où on a envie, donc moi vous allez voir où je vais les mettre, et puis conserver éventuellement le blanc pur ou la teinte très éclaircie de notre couleur, de la couleur générale qu'on veut ensuite aux endroits où on veut les conserver. Donc là, typiquement, si j'avais réussi à gérer l'arrière de ma caisse comme l'avant, j'aurais rien d'autre à faire de plus que de rajouter un peu de blanc pour faire des éclats, parce que ça reste une peinture de voiture, et donc c'est poli, ça brille, ça accroche la lumière. Là, je vais être obligé de le refaire sur le capot parce que ça ne me plaît pas. Je trouve qu'il y a un manque de profondeur. Je le trouve trop palo, voilà. Donc, je vais lui rajouter du jaune. Du jaune vif, pas le jaune de ma couleur de base qui m'a servi à travailler mes assombrissements, mes éclaircissements, mais le jaune vif, le jaune qui pète. Et donc, voilà. Là, je dilue. C'est vrai qu'il est un petit peu palo. Oui, c'est palo. C'est palo. Et donc, pour pallier à ça, vous allez enrichir votre teinte avec les glacis. Le glacis ne va pas recouvrir, il va juste enrichir. Voilà. On peut parler vraiment d'enrichissement à ce moment-là. Et le fait de le reposer, du coup, le blanc, la quantité de blanc que vous aurez mis dans vos couleurs d'éclaircissement va recevoir les pigments, parce que le blanc, le principe, c'est que lui, il va se colorer très très vite. Les autres couleurs, elles vont être moins colorées par le glacis que vous allez mettre. Et tout de suite, ça va redonner un petit coup de peps à votre histoire. Sachant que sur un capot de bagnole, en fait, quand on regarde une voiture dans la rue, surtout les capots comme ça, où il y a assez peu de... Voilà, c'est plat, c'est horizontal par rapport au soleil, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais à ce niveau-là, à cette échelle-là, je ne vais pas m'amuser à faire des histoires de dégradés de malades, parce qu'en fait, il y a assez peu de volume, quoi. C'est plat, c'est une bonne place. Tu as 5 mm à tout casser. Oui, et puis du haut du capot jusqu'au bas du capot ici, en réalité, il doit y avoir une différence de 20 cm, j'en sais rien. Sur une longueur d'1,50 m 50, 2 mètres, sur cette longueur-là, la différence d'exposition à la lumière, elle est moindre, et en fait, on va quasiment pas avoir de relief. En revanche, on va voir, des points de lumière qui vont être accrochés ici ou là. Mais pour ce qui est d'assombrir, là, ce serait contre-productif que j'essaye de faire un assombrissement particulier ici. Donc juste, je vais lui rajouter un petit peu de jaune. J'en profite pour remettre un petit coup de glacis derrière, même si ça me plaisait. Ça ne va pas pourrir outre mesure mon dégradé qui est derrière, mais ça va rappeler la teinte de devant, parce que voilà, si j'en mets un peu derrière, il faut que la teinte générale de la voiture soit rappelée partout. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai débordé. Voilà, donc là, pour moi, c'est déjà un peu moins palo. Ici, j'avais fait une petite bêtise, je vais la rattraper tout de suite. Je ne sais pas si tu avais déjà dit, quand tu débordes, si tu t'en aperçois relativement vite, tu peux nettoyer avec un pinceau propre, mouillé. Voilà, exactement, le petit coup de pouce, ou alors tout simplement avoir toujours près de soi un pinceau propre, prêt à faire ce genre de truc. Parfois, juste avec le plat du doigt, hop, on va pouvoir enlever le petit excédent de peinture qui sera mal placé et qui nous embête. Bon, ça c'est les techniques de sauvetage au dernier moment, quand on se rend compte qu'on a un petit peu trop abusé du coup de pinceau, qu'on a été un petit peu loin, quoi.
Donc là, je monte encore ma couleur d'éclaircissement. Je ne suis pas du tout au blanc pur, mais je commence à être un jaune citron. Ouais, même carrément plus du tout du jaune citron. Là, ça devient de la crème de citron. Déjà, il claque plus. Et je vais en rajouter là où ça va accrocher, donc sur les arêtes, hein, les côtés. Bon, je travaille avec un pinceau numéro 2 depuis tout à l'heure, je ne devrais pas. Je devrais prendre un truc plus fin, mais bon. On va faire comme ça. Je vais en prendre un autre tout de suite. Je vais prendre un 1. Et là, je devrais mettre mes binocles. D'ailleurs, je vais le faire. Comme ça, vous allez avoir le plaisir. Regardez. Hein, c'est pas magnifique, ça? T'as un petit côté Dark Vador, là, comme ça. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. C'est quoi le mec dans X-Men, là À la mouche, là, je sais pas quoi. Non, Not the Fly, avec les lasers dans les yeux, là. Scott Summers. Ah, d'accord, ouais. Bref. Ah, je voyais pas lui, moi, je voyais l'autre, le Toad, là. Ah ouais, Toad, ouais, aussi. Tu vois un petit peu, ouais, moi, je me voyais pas, le avec beau des lasers gosse. dans les yeux. Je me voyais pas le beau gosse. Ouais. Oh, mais si. Ouais, non. Mais en même temps... Hein. Bon, bah, moi j'avance plutôt pas mal, hein. Là je fais toujours de l'aplat. Bon, la seule partie faut faire un peu gaffe, c'est que vu que mes deux pièces sont quand même proches les unes des autres, je vais essayer d'éviter de déborder de l'une sur l'autre, que mon fromage ne coule pas. Donc mes lunettes là, elles zooment de, je sais pas, ça doit être 2,5, 3, je sais plus trop, c'est marqué sur le verre. Voilà, ça se trouve. Alors moi j'avais trouvé il y a très longtemps dans un concours de peinture, je ne sais plus où c'était, en région parisienne, j'avais été voir des mecs qui peignaient des figurines historiques et des plats d'étain. La technique du plat d'étain, c'est un truc de fou parce que c'est que du trompe-l'œil en fait. Hein. Les gars travaillent sur des plats où il y a une espèce de relief, mais vraiment très mince, et ils produisent tout le volume rien qu'avec des techniques de trompe-l'œil, quoi, hein, d'ajout de clair, de sombre et tout. Et c'est assez troublant. Et j'avais vu ça dans une des boutiques qui vendait sur place. Il y avait une petite boutique qui vendait de la peinture, du matériel et tout. Et j'avais trouvé ça il y a un moment, mais je pense que maintenant ça se trouve On t'en trouve sur Internet, ultra facilement sur le net. C'est pas trop lourd, j'ai jamais testé. Alors c'est vraiment pas lourd, on peut le serrer comme on veut parce qu'il y a une petite molette derrière, ce qui fait que ça pète pas la tête. Là, par exemple, typiquement, je suis pas obligé de la relever à chaque fois parce que je l'ai mise. Quand je peins, je baisse un peu la tête, enfin que ce soit face à mes yeux quand même, et quand je relève un peu la tête, juste en baissant les yeux, je vois ma palette sans me flinguer les yeux, avoir des trucs flous, etc. Donc je peux passer facilement de ma vision de mes yeux à moi jusqu'à la vision ensuite. Et vu que c'est pas une correction non plus de malade mental, j'ai pas de maux de tête, etc. Et au contraire, ça me permet d'utiliser mes yeux plus longtemps sur une session de peinture. Donc maintenant, voilà, c'est vraiment du confort. Je le fais par confort, c'est même pas une question de... Parce que là, il n'y a pas du détail de fou, et voilà, mais c'est qu'à un moment donné, je sais que moi, ça va finir par me faire un peu mal aux yeux, j'ai pas envie de souffrir de la pratique. La greffe des yeux n'est pas encore tout à fait au point, voilà. donc il est sage de prévenir. Et puis ça, alors je sais plus combien ça coûte, j'avais dû même le payer en francs moi à l'époque, c'est pour vous dire, si je suis pas jeune et les lunettes non plus, mais moi j'aime bien les avoir à portée de main pour certains trucs. Et puis après, ouais, je vous cache pas que sur certains travails de détail, certains visages où on a envie de chiader un petit peu, quoi, on sort les lunettes et là vous allez voir, c'est complètement un autre monde, quoi. Bon, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, là, je suis en train de faire un espèce de brossage mi-sec avec de la couleur très diluée qui a un peu séché sur mon pinceau, mais qui me permet d'accrocher des reliefs de manière plus sécurisée que si je le faisais juste en comptant sur ma dextérité à moi. Voilà. Ouais, je fais ça aussi. Type brossage humide un peu, où tu n'as pas beaucoup de peinture sur le pinceau et que tu balayes juste le bord. Ouais. Ou alors... Ok. Note vient de me faire des signes, j'ai rien compris. Non, mais ça veut dire j'ai une tête de con quand même avec ça. On est trop long. Ça veut dire que là, on va bientôt conclure cette vidéo. Moi, ça tombe bien parce que j'ai quasi fini en fait. J'ai pas fait les roues, mais je crois que la carrosserie est pas trop mal. Je mets un petit liseré de blanc sur le haut du carreau de la caisse. Tac, un petit point de lumière sur les rétros, un petit point de lumière sur les bords des roues. Je ferai les roues à la maison. Je vais rajouter
un ou deux petits points de lumière à l'attaque sur le pare-brise, histoire de dire il y a du reflet. Voilà. Et un petit peu là à l'avant, pour donner un effet de c'est à l'avant que ça se passe, donc la voiture va vite. Et voilà. Alors hop, je vais la mettre à la déportée qui doit être par là. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je ne sais pas depuis combien de temps on tourne. Trop longtemps, visiblement. Ouais, mais Allez, moi, je vais faire 2-3 trous de fromage, histoire de montrer. Et donc, puis, je pense qu'avec la qualité de prise de vue de Node, vous avez vu un petit peu la rapidité. Enfin, la rapidité, les techniques qu'on emploie, ce n'est pas des techniques spécialement compliquées. Vous avez vu le peu de couleurs que j'ai sur ma palette. J'ai un peu de noir, un peu de gris, j'ai mis du blanc, ouais, j'ai un peu de marron. Et très rapidement, boum, on a un résultat qui est pas mal. Je suis content de ma petite voiture, j'aime bien, elle est sympa. Elle est sympathique. Ah, t'en dis quoi de ma roulette? Hop. Ah bah elle est magnifique. Bah ouais, ça fait le job. Ça fait le job, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a moyen évidemment de toujours aller plus loin. Tu n'as pas eu trop le temps de faire certains réaux, etc. que tu as fait sur l'autre. Tes effets de bois, tu n'as pas pu. Ah bah si, ils sont bien travaillés sur les côtés. Vite fait, ouais. Mais non, c'est très sympa. Et puis ça, une fois que c'est posé sur le plateau de jeu, on est bien plus heureux que tout à l'heure quand c'était tout gris ou que la voiture quand elle était toute blanche. Tac, voilà ce qu'on a produit. Eh bien écoute, cher Julien, j'ai été vraiment ravi de passer ce moment de peinture avec toi et puis aussi les vidéos que je vous invite à aller regarder les gens sur la modélisation 3D. Je vais te souhaiter une bonne fin de vidéo. Je me souhaite à moi-même une bonne fin de vidéo aussi. Nous nous souhaitons à nous-mêmes une bonne fin de vidéo. Et nous allons dire merci à Node et Generike. Merci à l'équipe.